Ma vie n'a plus aucun sens. J'ai pourtant essayé de les conseiller. Comment? Que puis-je faire pour qu'ils y aient accès? Oui, bien sûr. Je serai un masque. Salut tout le monde, et bah on y est hein, Bomas Passion Comics numéro 2, le format où je te parle de mes dernières lectures, de mes dernières séries, de mes derniers films, là où on échange tranquillement. Bref, c'est parti, prépare vite fait ton goûter parce que Bomas Passion Comics numéro 2, ça commence maintenant. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y aura pas de décès cette fois-ci. Pas que je les boude, hein, mais on risque de pas mal en parler les prochaines fois, vu qu'il y a le DC Rebirth qui arrive. Bref, on se calme les fanboys d'ici, hein, vous aurez votre dose la prochaine fois. Et on commence par une réédition chez Panini Comics dans le format Icons, The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch, une excellente série. Bon là je vais pas m'éterniser 107 ans, j'ai quand même consacré mon premier accès comics, qui doit être un peu dégueulasse à voir depuis, mais voilà, si tu veux plus d'infos, je t'invite à aller voir la vidéo. Et voilà, bah c'est super que Panini réédite cette série en format Icons, surtout que ce sera seulement en 2 tomes, 1 tome par saison. Que demande le peuple? The Fix en VF! Vision, deuxième et dernier tome de cette magnifique série Marvel, écrite par Tom King et dessinée par Michael Watch et Gabriel Hernandez Walta. Pas facile. Si on devait retenir une série des dernières nouvelles productions Marvel, je pense que ce serait The Vision. Donc 12 épisodes tous parfaits, où la Vision se crée une famille d'androïdes bien sûr, mais la réplique de la famille américaine parfaite. Donc une femme, un fils, une fille, et bien sûr un chien. Très important le chien. La famille s'installe dans une petite banlieue de Washington, mais voilà, quand t'as un peu la puissance de raser un pays, bah t'as un peu de mal à t'intégrer, que ce soit dans ton quartier comme au lycée. Là où ça devient intéressant, c'est quand l'une des visions dérape, et il va tout faire pour cacher son accident, ce qui va enchaîner une succession de mésaventures. Alors Vision va-t-il basculer du côté obscur? Qui va vivre? Qui va être rebooté? Qui va mourir? Et bah réponse dans ce deuxième tome, bien plus prenant que le premier et qui inscrit déjà cette série dans les classiques de Marvel. Si tu connais pas spécialement la Vision, bah t'inquiète pas, ce comic c'est fait pour toi vu que Tom King te donne un cours d'histoire sur le personnage et ses proches. C'est assez impressionnant, il rend pas ça barbant ou trop compliqué, non il va à l'essentiel, c'est sûrement un gros fan de l'univers Marvel d'ailleurs, et ça s'intègre parfaitement à son récit qui est toujours un excellent comics de SF que Asimov aurait sûrement apprécié je pense. Et si tu connais pas Asimov, bah t'es gentil, t'arrêtes la vidéo et tu vas tout de suite lire ses bouquins. Hein. Ah ouais, même ceux qui parlent pas de la robotique, tu vas les lire. La caractérisation de la famille est excellente et tu sens via les dessins ou les dialogues que ce sont bien des êtres artificiels et t'entendrais presque le bruit sourd de leur moteur dans leur maison sans vie. Bref, lisez The Vision, c'est de très loin l'une des meilleures séries Marvel de ces dernières années. Post-Blood. On passe au tome 3 de Quantum and Woody et j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que c'est déjà la fin de la série, ou enfin, du moins de cette série. Enfin bref, je suis triste. Et je parle bien sûr de l'arrêt de la série, parce que Quantum and Woody, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi fou. C'est une série qui me rappelle beaucoup Deadpool, mais sans le côté agaçant du personnage, et un humour qui me parle bien plus, et qui n'était pas l'unique intérêt de la série. Ok, Quantum and Woody, c'est drôle, il y a un bouc qui tire des rayons laser avec ses yeux, mais c'est aussi un scénario et des personnages attachants. Et justement, autant le tome 2 développait un peu Quantum, autant celui-ci va développer Woody, le personnage que tout le monde préfère, parce que c'est un peu l'abruti du trio, c'est celui qui apporte un peu de sel à l'histoire. Ah désolé les fans de Quantum, mais soyez honnêtes, même si le tome 2 rendait le perso un peu plus intéressant, ça reste le clown blanc du duo. Ce troisième tome va à la fois approfondir le passé de Woody, mais essayer aussi de le rendre un peu plus sage et un peu plus pro, mais pas trop, parce qu'un Woody trop sage, c'est pas un bon Woody. Fin de saison oblige, le tome conclut son intrigue principale, mais aussi redistribue ses cartes, car on sait jamais, il y aura peut-être une nouvelle saison. Et il y a intérêt parce que même si j'ai beaucoup apprécié ce tome comme les deux précédents, découvrir que c'était déjà la fin et qu'en plus on fait ça avec plein de dessinateurs, avec des styles vraiment très différents et pas tous excellents, ça a un peu gâché ma lecture. Du moins ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu le premier épisode. Parce que ce premier épisode il est consacré au Book, le troisième membre du duo, et c'est un épisode... Il est très drôle, mais surtout il comporte un twist, mais d'une puissance... Ah, je l'ai pas du tout vu venir. Alors il y en a qui vont faire « Ouais, mais si, c'était prévisible. » Ok les gars. Est-ce que vous aviez prédit le deuxième twist du tome, celui qui arrive à la fin? Parce que si c'est le cas, vous avez l'esprit tordu. Bref, Quantum and Woody, c'est une excellente série à suivre chez Blaze Comics. Et on termine avec Sterve, une série de 10 épisodes publiés en un tome chez Urban Comics et initialement chez Image Comics. C'est écrit par Brian Wood et dessiné par... Danigel Zezel, ou je sais pas quoi. Faut que j'arrête avec les auteurs aux noms compliqués.
Alors ce comics, je suis vraiment pas sûr que t'en entendes beaucoup parler, donc ouvre grand bien tes oreilles et tes yeux. Sterv, ça parle d'un ancien cuisinier de renom qui est obligé de mettre fin à son exil en Asie pour honorer un contrat télé. Il a en effet créé par le passé une émission de concours de cuisine extrême qui s'intitule Sterv et qui fait des records d'audience, donc t'imagines Top Chef ou Master Chef ou Chef in Chef, je sais pas quoi, qui fait 10 fois les records d'audience de Koh-Lanta, et avec comme héros Stéphane Plaza ou le mec qui ira dormir chez toi, qui a un nom compliqué lui aussi. Désabusé, il va participer à son propre jeu et tenter de gagner cette nouvelle édition, mais aussi en profiter pour se venger de sa femme, se réconcilier avec sa fille et aussi changer les mentalités dans une Amérique un peu pourrie. Sterv, c'est une très bonne série. Je vais la refaire, vous avez pas compris. Sterv, c'est une série délicieuse. Là t'as compris, là t'as compris. Je t'avoue que quand j'ai lu le pitch, j'étais pas trop chaud. Un concours de cuisine, un père qui essaye de se réconcilier avec sa famille. Ouais. Mais j'ai bien fait de me dire que c'était quand même écrit par Brian Wood et que c'était qu'en un seul tome, parce que sinon je passais à côté d'une des meilleures sorties du mois d'avril. Si t'as lu Transmétropolitane, tu constateras que Sterv en est un digne héritier, et je me mouille pas trop si je dis que Brian Wood s'en est sûrement pas mal inspiré. On a un anti-héros qui déteste la société autant qu'il se déteste lui-même, et qui va tenter un peu de changer les choses, qui va profiter de cette renaissance et de ses talents de cuisinier pour faire chier les hauts placés, mais aussi sauver sa famille. Je pense qu'il s'est aussi un peu inspiré des mangas, parce que je sais pas vous, mais le pitch et le concours de cuisine où on demande de cuisiner des trucs improbables, bah moi ça m'a un peu rappelé tous ces mangas où ils essayent de rendre tout épique, le go, le tennis, les courses de chevaux. Et justement ce manga Food Wars, c'est un manga de cuisine où là ils ont poussé le truc à l'extrême, les plats te filent des orgasmes tellement ils sont bons. Bref, c'est un gros nanar, feuilletez-le à l'occasion, c'est une expérience. Bonjour, je suis Fake Nari, agent de la FDA. J'ai apparu dans cette vidéo parce que cet enculé de Bomas a dit un peu trop de merde sur Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma, ce n'est pas qu'un manga de bouffe. C'est une aventure, c'est des formes pulpeuses, c'est des recettes qui te mettent l'eau à la bouche. C'est d'innombrables références à d'autres mangas illustres tels que JoJo's Bizarre Adventure, qui est le manga préféré de cet enculé. Donc lisez surtout Shokugeki no Soma. Parce que comme le disait le grand, l'illustre, le Samuel Jackson... We're gonna seal off this... Son plus gros défaut pour vous dire, c'est que même dans un futur aussi proche, il y a peu de chances que la télé soit aussi puissante. Ouais, mec, il y a internet maintenant. Donc je te recommande cette série, c'est un comics qui te fait réfléchir, mais surtout qui te donne faim. Alors là, je vais devoir gueuler, mais t'inquiète, je vais pas être long, je vais pas spoiler, j'y suis un peu forcé, mais... L'arc I Am Bane, Tom King, toi qui as été si bon sur Vision, toi qui nous as fait un putain de bon double épisode sur Batman et Catwoman. Mais c'est quoi ce numéro ? C'est quoi ce combat Batman-Bane? C'est quoi ce combat de gitan? Mais qu'est-ce qui t'a fait, Batman? Bon, heureusement, tu viens un peu de te rattraper avec ce premier épisode du nouvel arc, là, The Button. C'est un crossover avec Flash, je vais pas trop en dire, sinon je vais balancer un énorme spoil. Mais ce premier épisode est assez bon. Tout ce que je peux dire, c'était que c'était un numéro assez intense, à la fois bien dessiné et bien narré. Et bon, ok, il se passe pas grand-chose dedans, ça se repose essentiellement sur un combat. Mais quel combat, j'étais scotché du début à la fin. Alors il y en a qui vont dire ouais mais on l'a vu plein de fois des combats comme ça, il est pas très original. Bah écoutez, moi il y a très peu de combats en comics qui m'ont marqué et celui-là, bah voilà, il m'a marqué donc je le dis, c'était un putain de bon combat. D'ailleurs je sais pas vous lecteur VO mais en lisant le numéro je me suis fait cette réflexion, Tom King il est pas très inspiré sur Batman, il a pas l'air d'avoir grand chose à dire, par contre là il était excellent. Donc, est-ce qu'il serait pas meilleur sur une série Justice League? Parce que là, en le lisant, j'avais vraiment... Je retrouvais le Tom King de Vision, je retrouvais même une sorte de Geoff Jones, mais le bon Geoff Jones, hein, pas le Geoff Jones des premiers tomes de Justice League, le très bon Geoff Jones. Bref, voilà, vu que sur Justice League, en plus, on n'a pas un très bon scénariste, tentez la chose, hein, mettez Tom King sur Justice League, ça peut marcher, ça peut donner un truc épique. Pour finir, et je suis un peu obligé de conclure là-dessus, je vais m'adresser à DC, donc bonjour DC. Même si ce premier épisode était très bon, ce que vous faites actuellement avec le pitch de The Button et l'idée que vous avez balancée à la fin de DC Universe Rebirth numéro 1, ce serait resté méta, ce serait parfait, ça aurait été une conclusion parfaite. Le développer par contre, c'est une idée de merde. Alors je sais que ça hype pas mal de personnes, mais je suis désolé, moi je pense que c'est la pire idée qu'a eu la compagnie de toute sa carrière. Ouais, carrément, je pense. Ouais, même pas les New 52, non, ce serait ça. Sérieusement, on n'a pas besoin de ça. Le monde va assez mal. Donc voilà, si vous développez le truc tel quel, s'il n'y a pas un twist sorti de je sais pas où pour sauver les meubles, eh ben, il n'y a plus de respect entre nous. C'est simple, donc voilà, à vous de jouer d'ici.
À vous de jouer. Bon, on va enchaîner avec une autre série du Bat Universe qui est excellente depuis le début, l'une des meilleures séries de DC Rebirth, c'est Nightwing de Tim Seeley. Alors je vais essayer de rester assez vague parce que l'idée c'est pas de vous spoiler, c'est au contraire de vous inciter à lire ces séries en VO ou en VF quand ça sortira, ou si vous les avez lues, d'en parler en commentaire avec une balise spoiler. Donc voilà, keep calm et calmez-vous. Alors actuellement dans la série Nightwing, on assiste à la fois à un retour aux sources et une évolution du personnage, c'est-à-dire que d'un côté, il est de retour à Bloodhaven, la ville qu'il protégeait avant les New 52, où il était devenu une sorte de Batman, bref, il s'éloignait de Batman, de son mentor, et peut-être dans l'idée que dans quelques années, il pourrait l'égaler. Mais l'arc actuel est aussi placé sous le signe de la nostalgie, vu que Dick Grayson reçoit la visite de Damian Wayne, alias Robin, son Robin, celui qu'il avait formé durant le run de Morrison, quand il était obligé de porter le costume de Batman. Donc c'est la reformation d'un des meilleurs duos dynamiques de l'histoire de Batman, et c'est un peu l'occasion pour ses frères, pour ses mentors et élèves, un peu de faire le point dans leur vie, leur situation, leurs relations, et aussi analyser un truc qui arrive actuellement à Dick Grayson, et qui, si ça se confirme, va changer sa vie à tout jamais. Mais c'est pas que des retrouvailles entre Dick et Damian, c'est aussi des retrouvailles entre Nightwing et Robin qui vont devoir affronter pas mal d'ennemis du run de Morrison quand ils étaient Batman et Robin, et moi qui adore le run de l'écossais, un arc qui lui rend hommage, forcément je suis aux anges. Alors j'ai aucune idée de ce que compte faire Tim Seeley avec cet arc, et après tout je m'en fous, je le suis les yeux fermés. J'aimerais presque qu'il s'arrange avec DC pour que Damian déménage à Bloodhaven et que le duo soit reformé définitivement, parce qu'après tout, voilà quoi, Batman, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un Robin? Non, il se démerde. En tout cas, c'est cool de voir une excellente série Nightwing, surtout après la série Grayson, parce que Nightwing c'est un perso que j'adore. Par contre, ces séries solo, je les ai jamais trouvées vraiment sans sas, ou du moins à la hauteur du personnage. Alors qu'ici, pour l'instant, je surkiffe cette série, et j'espère que vous aussi. Et on termine avec une mini-série Marvel qui était très attendue, Unworthy Thor de Jason Aaron et du très grand, du très français Olivier Coipel. Une série qui était très attendue parce qu'elle allait répondre à une question, mais pourquoi Thor? Il est plus Thor. Alors rapide récap, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement Thor est une femme, alors il n'a pas eu d'opération, c'est juste qu'on a deux Thor. Donc la nouvelle dont je tairai le nom parce que ça sort prochainement en librairie VF, et l'ancien qu'on appelle désormais Odinson vu qu'il est plus digne de porter son marteau. Et pour quelle raison? C'était durant Original Sin, Nick Fury lui a chuchoté quelque chose. Quoi donc? C'est justement ce qu'on va découvrir dans cette mini-série. Alors je vais pas vous révéler le pourquoi du comment, mais je vais quand même vous faire un petit bilan de cette mini, mais sans spoiler. Et c'était vachement cool, et c'est dommage qu'on n'ait pas une série régulière sur Store parce qu'il est vachement intéressant. Il est un peu berserk, il noie sa dépression en enchaînant les peintes et les combats à la hache, alors qu'il a jamais été aussi vulnérable et aussi peu puissant qu'actuellement. Bref, il y a plein de choses à dire sur le personnage. Il a jamais été aussi intéressant et aussi sage qu'actuellement. Alors pour l'intrigue c'est assez simple, Odinson apprend l'existence d'un autre marteau, celui d'un Thor disparu suite à Secret Wars, l'Ultimate Thor, et donc il va partir à la recherche de cette arme avec son frère d'armes Beta Ray Bill, mais bien sûr une arme aussi puissante, il y a d'autres personnes qui vont partir à sa recherche, et ça va apporter pas mal de combats et de confrontations. Alors le scénariste Jason Aaron se fait plaisir, ça fait plusieurs années qu'il écrit Thor, du coup là il réutilise pas mal d'éléments de son run, mais il ajoute aussi pas mal de trucs, notamment de nouveaux antagonistes, ou plutôt des têtes connues qui font devenir des ennemis de Thor, qu'on reverra par la suite, donc lisez Unworthy Thor, c'est très important. Maintenant concernant ce qu'a dit Nick Fury à Thor durant Original Sin, alors là il nous fait pas une douille à la Geoff Jones quand il voulait nous révéler l'identité du Joker, non, il nous révèle clairement ce qu'il a dit, et c'est un peu la déception. Forcément ça fait des années qu'il nous tease là-dessus, vu ce qu'on a eu, on est forcément un peu déçus. Je comprends l'idée, c'est compréhensible, mais je trouve pas ça crédible. Pour tout te dire, sur Twitter j'avais balancé certaines idées, certaines théories, même la plus what the fuck, je la trouve plus crédible que ce qu'on a eu là. Bref, c'est dommage parce que ce qui devait être le climax de cette série, vient un peu gâcher l'ensemble. Donc voilà, si vous comptez lire Unworthy Thor, et vous devez lire Unworthy Thor si vous lisez Thor, vous attendez pas un truc phénoménal, sinon vous allez zapper la série de votre esprit. On va parler maintenant d'un petit film qui est sorti, j'ai l'impression dans la différence la plus totale, c'est Teen Titans Judas Contract, donc un film animé qui fait partie du DC Animated Movie Universe, donc l'équivalent du DCU, mais en animation. Merci Captain Obvious. Étant donné que je suis pas un grand fan de cet univers, parce que les films je les ai jamais trouvés vraiment très intéressants, ils sont un peu trop violents je trouve, gratuitement on va dire. Bref, j'ai pas vu le film précédent qui introduisait les Teen Titans, c'était Justice League vs Teen Titans je crois,
Et bref, ça m'a pas du tout gêné, donc voilà, sauf si vous connaissez pas les Teen Titans, ou que vous avez pas vu la série Young Justice, et c'est un crime, ou que vous avez pas vu la série animée des années 2000 de Teen Titans, bref, vous pouvez voir Judas Contract sans problème. Judas Contract, comme son nom l'indique, c'est l'adaptation du célèbre et peut-être même le meilleur arc des New Teen Titans de Wolfman et Perez, qui est probablement l'une de mes séries préférées et peut-être même l'une de mes équipes préférées. Et ouais, non, c'est mon équipe préférée parce que les Titans, c'est la famille. Donc le film suit une équipe de titans composée de Raven, Blue Beetle, Beast Boy, Robin, Nightwing, ouais, il était forcé d'être là quand même, de leur leader Starfire et d'une petite nouvelle Terra, bah oui, elle aussi forcée d'être présente dans l'histoire, sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc ces titans vont être la cible d'un vieil ennemi de Nightwing et Robin, Deathstroke, qui veut se venger et qui va éliminer un par un tous les titans et prouver que c'est un peu le méchant le plus badass de DC. Alors pour commencer, c'était un peu prévisible, le film a un énorme défaut, c'est qu'on n'a pas du tout le même background que dans le comics. L'équipe est différente, elle est plus jeune, moins soudée, on l'a vu qu'une seule fois, et Deathstroke a pas du tout le même passif avec eux. C'est Deathstroke, dans cet arc, c'est là où il est le plus développé, on en apprend plein de choses sur son passé, sur ses proches, et c'est un peu l'aboutissement d'un long run, au début du run de Wolfman et Perez. Son fils meurt et il accuse les titans de cette mort, et c'est justement dans ce run qui peut se venger. Dans le film, Deathstroke il se résume à il déteste Robin et il aime beaucoup l'argent. Voilà, c'est pas du tout le même level. Deathstroke c'est quand même censé être à la base, je le rappelle, le Magnéto des titans. On n'a pas non plus des moments marquants de l'arc comme le départ de Dick Grayson et Wally West de l'équipe parce qu'ils arrêtent leur carrière de Robin et Kid Flash, et justement l'apparition de Dick Grayson en Nightwing, ça se passait dans cet arc, voilà, on l'a pas ça. On est très loin de l'ambiance et aussi de l'intensité du comics, mais bon, tout ça on pouvait s'y attendre un peu. Mais bon, si on met tout ça de côté, c'est un film assez sympa à voir, qui se mate bien. Il y a une assez bonne animation, l'histoire reste efficace, même s'il y a quand même pas mal de défauts. Par exemple, notamment, j'ai trouvé Beast Boy du début à la fin détestable, Blue Beetle est assez inintéressant, Raven est très effacé aussi. On a beaucoup de références à Kevin Smith, je comprends pas pourquoi vous faites un culte autour de Kevin Smith, on s'en fout de Kevin Smith, arrêtez avec Kevin Smith. Un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est Nightwing et Starfire, qui sont deux de mes persos préférés de l'univers DC. Le film s'attarde beaucoup sur leur relation, le développement de leur couple, c'est limite l'un des sujets du film, et voilà, c'est un couple qui est bien développé, les deux personnages sont très intéressants à suivre, et voilà, ça m'a pas mal rappelé la bonne époque des New Teen Titans, la bonne époque de DC, avant qu'ils essayent à tout prix de caser Nightwing avec Batgirl. Et un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, et merci le film, merci, c'est Starfire, qui est pas du tout naïve pour rester poli, comme on a pu le voir récemment chez les comics DC. Non, là elle est mature, elle est intelligente, c'est une leader forte. Voilà, ça c'est une bonne Starfire, il nous faut une Starfire comme ça. Donc DC, je compte sur toi, hein. Tu regardes le film, tu prends des notes, je veux un Nightwing et une Starfire aussi badass. Donc est-ce que je vous le conseille? Ouais, si vous cherchez un animé assez sympa qui change de Batman et de la Justice League, alors c'est pas une claque, mais ça se mate bien, ouais. Regardez Justice League, Teen Titans, Judas Contract. Et une dernière chose, le film commence avec un flashback et on nous présente la première formation des Teen Titans. Et s'il te plaît DC, prochain film des Teen Titans, t'oublies l'équipe de Damian et Raven, là, non, tu me fais un film sur eux. Et pour le bonus d'aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, plus précisément un jeu smartphone d'une série que j'ai adoré découvrir l'année dernière, c'est Rick et Morty, et donc le jeu Pocket Morty. Alors déjà pour commencer, si tu connais pas Rick et Morty, fonce mater Rick et Morty, il y a une vingtaine d'épisodes de 20 minutes, c'est vraiment génial, fonce, c'est vraiment très bon. Parce que si tu connais pas la série, l'expérience sera beaucoup moins drôle vu que le jeu se base énormément sur tout l'univers qu'a créé Rick et Morty. Bref, si tu connais pas la série, t'auras juste l'impression de jouer à une sorte de parodie de Pokémon. Parce que oui, Pocket Morty, en fait, c'est Rick et ses doppelgangers qui décident d'adapter Pokémon, mais avec leur petit-fils. Et donc ils récoltent plein de Morty de différentes dimensions, et ils en font des Pikachu, des Dracofeu, des Carapuce, et ils les font s'affronter. C'est complètement con, tu dois attraper des Morty, les faire s'affronter, les faire évoluer, tu dois en collectionner parce qu'il y en a un tas, il y a le Morty veineux, il y a le Morty avec le t-shirt rouge, il y a le Morty sans yeux, il y a le Morty tout nu. Et si t'es malin, mais on sait tous les deux que tu ne l'es pas, tu vas me dire ouais mais dans Pokémon il y a une certaine logique, il y a des types, il y a le type feu, il y a le type eau, il y a le type spectre, et Morty c'est juste un mec, donc c'est un type normal, il peut pas être type feu. Et du coup ça marche comment? C'est simple, ils ont créé le type pierre, papier, ciseaux, et voilà, t'es pas con, tu sais comment ça marche.
Bref, c'est un Pokémon sur smartphone qui est vraiment sympa, qui est peut-être un peu plus dur qu'un Pokémon normal, mais bref, ça permet d'attendre la saison 3 de Rick et Morty, c'est drôle, et je sais pas si on peut pour l'instant s'affronter en ligne, mais si on le pourra, bah voilà, on va sacrifier des Morty et se taper sur la gueule, je vais foutre foncer. Et voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vu ou joué récemment, et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain Boma Spatio Comics. Voilà, en attendant, votez pour moi. La bise, à la prochaine, adios.